Fleuve le plus long et le plus sauvage de France, la Loire structure un territoire dont les splendides paysages se métamorphosent au rythme des saisons. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le Val-de-Loire peut s'enorgueillir d'un passé prestigieux. Terre favorite des souverains de la Renaissance, il a vu éclore de multiples demeures royales et seigneuriales qui forment aujourd'hui la plus grande concentration de châteaux au monde. Mais l'on ne retient bien souvent de cette profusion que les monuments les plus importants. Chambord, Chenonceau, Blois. La réputation de ces mastodontes n'est plus à faire et leur éclat éclipse bien souvent celui d'autres joyaux de la région. Les petits châteaux de la Loire sont pourtant, eux aussi, des témoins privilégiés de notre histoire. C'est un maillage de petites demeures qui ont été tout à fait représentatives de l'occupation du sol par une classe aristocratique modeste, beaucoup plus modeste que celle qui avait pignon sur rue, mais qui a participé de la construction peut-être d'une autre renaissance. Aujourd'hui, ces petits châteaux tentent de sortir de l'ombre de leurs imposants voisins, de mettre en valeur leurs trésors et les histoires captivantes qu'ils ont à raconter. Partons à leur découverte. Dans le département de l'Indre-et-Loire, la ville d'Amboise se déploie de part et d'autre du fleuve. Cette ancienne cité royale et célèbre pour son emblématique château, demeure des rois de France à la Renaissance. Mais à seulement quelques pas de ce dernier, un petit édifice, plus semblable à un manoir qu'à un palais, est brillamment parvenu à se faire un nom. Se fier à sa taille modeste serait une erreur. Le château du Clos Lucé est devenu l'un des sites touristiques les plus visités du Val-de-Loire grâce à une histoire riche et fascinante. Le petit château est bâti en 1471 par un dénommé Étienne le Loup, ancien marmiton anobli par le roi Louis XI. L'édifice s'agrandit peu à peu et adopte un style Renaissance avec sa façade de briques roses et de pierre de tuffeau. Quelques décennies plus tard, il est racheté par Charles VIII, qui en fait un château d'agrément et y fait construire un splendide oratoire pour son épouse Anne de Bretagne. Devenu résidence d'été des rois de France, le Clos Lucé accueille au XVIe siècle la régente Louise de Savoie qui y élève ses deux enfants, Marguerite de Navarre et l'impétueux François d'Angoulême, futur François Ier. Mais le plus illustre résident du château, celui qui fait aujourd'hui sa renommée, n'est autre que le grand génie de la Renaissance, Léonard de Vinci. C'est sur invitation de François Ier que le peintre italien rejoint la cour de France. Léonard de Vinci est alors âgé de 64 ans et son principal mécène, Julien de Médicis, vient tout juste de mourir. C'est pratiquement une aubaine pour lui. Il va pouvoir renaître, vivre auprès d'un jeune monarque qui est plein d'enthousiasme, plein d'énergie, qui va lui confier des travaux, qui le reconnaît. Donc c'est une nouvelle vie et il ne peut refuser cette proposition de venir en France. À l'automne 1516, il va rejoindre Milan. Il traverse les Alpes à dos de mule, emportant dans ses sacoches de cuir les trois chefs-d'œuvre, la Joconde, la Sainte-Anne, le Saint-Jean-Baptiste. Léonard
de Vinci rejoint la cour à Amboise et François Ier le nomme premier peintre, ingénieur et architecte du roi. Il reçoit une pension de 1000 écus d'or par an, une véritable fortune pour l'époque, et le souverain l'installe dans le petit manoir du Clou afin qu'il puisse se consacrer à ses différents ouvrages. Le peintre passe la plus grande partie de ses journées dans son atelier. Il retouche inlassablement ses tableaux, poursuit ses recherches scientifiques et noircit ses carnets de multiples croquis. Au Clos Lucé, Léonard de Vinci mène une vie paisible et modeste. Il n'a guère besoin d'une ribambelle de serviteurs, mais peut compter sur le dévouement de sa cuisinière, nommée Mathurine. Elle lui concocte des repas végétariens, car le peintre refuse de se nourrir de créatures vivantes. On a un souvenir assez émouvant qui est relaté dans un des codex, au bas d'une page de trigonométrie. Léonard de Vinci inscrit « Parce que la soupe devient froide », 3 petits points. Donc on peut imaginer que sa bonne cuisinière Mathurine l'appelle de la cuisine à son atelier en lui disant « Messire Léonard, venez souper, la soupe refroidit ». Donc, ce qui montre aussi l'intimité qu'avait Léonard dans cette maison. C'est une maison d'artistes, une maison à taille humaine, une maison humaniste où séjourna l'un des plus grands génies de l'humanité. Le château du Clos Lucé possède également une grande salle de réception. Léonard de Vinci y accueille de prestigieux visiteurs venus admirer son travail, au premier rang desquels figure son protecteur et mécène, François Ier. Léonard de Vinci est considéré par François Ier, qui a perdu son père à l'âge de 2 ans, comme une figure spirituelle, une figure paternelle. D'ailleurs, François Ier appelle Léonard padre, mon père, ce qui montre son attachement quasi filial à cet homme qu'il considère comme à la fois un grand artiste, un grand savant, mais aussi, nous dit-il, un grand philosophe. Léonard de Vinci et François Ier entretiennent avant tout une relation de travail. Le souverain se montre très intéressé par les connaissances du maître en hydraulique, l'un de ses domaines de prédilection, et lui commande d'ambitieux travaux. Parmi ceux-ci figure notamment un projet d'assèchement des marais de Sologne ou la construction de canaux et d'écluses visant à relier le Val-de-Loire au Lyonnais. Et surtout, François Ier charge son ingénieur de la conception d'une cité idéale à Romorantin, destinée à devenir la capitale du royaume. Ces projets pharaoniques ne verront jamais le jour et rejoindront les nombreuses œuvres inachevées de Léonard de Vinci. Certains de ces croquis ne seront toutefois pas perdus. Ils inspireront notamment le grand escalier de Chambord avec ses rampes jumelles qui permettent à 2 personnes de l'emprunter simultanément sans se croiser. Le génie du maître s'exprime dans d'innombrables domaines et le roi ne manque pas de le mettre à profit pour assurer le prestige de sa cour. Aussi fantasque que visionnaire, Léonard de Vinci se révèle être l'un des organisateurs de fêtes les plus doués de son temps. Il était passé maître dans l'art des effets spéciaux. On aurait pu le considérer comme le George Lucas du Quattrocento. Ici, au Clos Lucé, il va reconstituer la fête du paradis, celle qu'il avait donnée pour Ludovic Sforza. Et il va reconstituer la nuit dans la nuit,
C'est-à-dire que d'un côté, il y a le Soleil, de l'autre côté, la Lune, Mars, Jupiter et Vénus. Toutes les planètes tournent en un seul mouvement, tous les signes du zodiaque. Et il y avait là 300 candélabres qui brûlaient. Et donc Galeazzo Visconti, l'ambassadeur de Venise auprès de la cour de France, nous raconte qu'il semblait que la nuit fût chassée. Si Léonard de Vinci se montre particulièrement prolifique lors de son séjour en France, ce dernier ne dure que 3 ans. Le 2 mai 1519, le maître rend son ultime soupir dans sa chambre, au premier étage du château du Clos Lucé. Les derniers instants de Léonard de Vinci ont inspiré de nombreux peintres qui se sont plu à représenter François Ier à son chevet. Une vision séduisante et tragique, mais historiquement impossible. Ce jour-là, le monarque assiste à la naissance de son fils à Saint-Germain-en-Laye, à plus de 200 km du Clos Lucé. Bien des années ont passé depuis que Léonard a vécu en ces lieux, mais le petit château semble à jamais lié à ce personnage hors du commun. La famille Saint-Brice, propriétaire du Clos Lucé depuis le XIXe siècle, a fait de lui la vedette du domaine, un choix qui ne manque pas d'attirer des visiteurs du monde entier. La scénographie met en valeur les multiples facettes du maître italien, notamment ses talents d'ingénieur. Dans les sous-sols du château, on trouve ainsi une quarantaine de maquettes réalisées d'après ses dessins. Ce formidable inventeur a conçu de son vivant une impressionnante quantité de machines dans des domaines aussi variés que l'hydraulique, le génie civil et militaire ou même l'aéronautique. Certaines de ces inventions ont été construites en taille réelle et avec des matériaux d'époque dans les jardins du château. Ce projet ambitieux et pédagogique illustre le génie de Léonard de Vinci et montre à quel point il était en avance sur son temps. Léonard était fasciné par l'art du vol. Il regardait les oiseaux voler, il les a dessinés, virevolter, tourner. Et lui, Léonard, a inventé toutes sortes de machines volantes, dont cette intuition qu'il avait de ce qu'on en appelle aujourd'hui l'hélicoptère, de cette vis aérienne, cette hélice volante qui permet, avec un volant à inertie, de faire tourner sur son axe une toile avec une forme d'hélice qui aurait permis l'envol dans les cieux. Les propriétaires du Clos Lucé ne manquent pas d'idées pour perpétuer l'héritage de Léonard de Vinci et faire de sa dernière demeure un haut lieu de l'humanisme et de la pensée internationale. Face aux grands châteaux de la région, le Clos Lucé a su se tailler une place de choix grâce à l'aura de ce génie universel qui incarne à lui seul l'esprit de la Renaissance. Le Clos Lucé, évidemment, permet peut-être de mieux saisir le cadre dans lequel le peintre a fini les derniers jours de sa vie. Nous n'avons que peu d'édifices, peu de châteaux, finalement, qui ont laissé la mémoire, les traces mémorielles du passage de ces grands artistes du niveau de Léonard de Vinci. Miser sur leurs particularités et sur les illustres figures qu'ils ont accueillies est souvent un bon moyen pour les petits châteaux de se démarquer. Si tous ne peuvent pas compter sur un personnage aussi populaire que Léonard de Vinci, nombre d'entre eux ont des anecdotes passionnantes et méconnues à raconter.
Dans le Loir-et-Cher, au cœur des plaines céréalières de la Petite-Beauce, le château de Talcy est fier de son histoire atypique, liée de tout temps à la poésie et la littérature. Tout commence en 1517, lorsque le banquier florentin Bernard Salviati acquiert le domaine. Le château qu'il fait bâtir contraste avec les nombreuses demeures Renaissance de la région. Avec sa tour carrée et ses mâchicoulis, il évoque davantage les édifices gothiques de la fin du Moyen Âge. Le château de Talcy est considéré comme le dernier exemple debout de ces maisons fortes en terre agricole. Le bâtiment est assez massif parce qu'il faut bien sûr protéger les biens. Et il a été construit dans une pierre, qui est une pierre dite de Beauce, qui est très difficile à travailler et qui ne permet pas d'agrémenter des sculptures et des fioritures comme on peut le trouver sur des bâtiments sur les bords de Loire. Donc pour un banquier florentin, Talcy est vraiment le château exotique. Son architecture est exotique puisqu'elle sort des canons d'architecture que l'on peut trouver en Italie. Bernard Salviati est le père de Cassandre, né en 1531. La jeune fille grandit au château de Talcy et est amenée à participer aux fêtes de la cour à Blois, à quelques kilomètres seulement du domaine familial. Alors qu'elle n'est âgée que de 14 ans, sa beauté et sa douceur vont inspirer l'un des poètes français les plus importants du XVIe siècle, Pierre de Ronsard. Pierre de Ronsard, évidemment, est un poète essentiel de la Renaissance qui rencontre de manière merveilleuse ce goût pour la poésie, pour les églogues, pour les odes. À l'époque, on le considérait comme le prince des poètes, il était le poète des princes. Et c'est au cours d'une fête donnée en l'honneur de François Ier en 1545 qu'il a fait la connaissance de Cassandre Salviati. Pierre de Ronsard est subjugué, je dis bien subjugué par la beauté de Cassandre, et il va lui consacrer toute une suite de sonnets, en tout 182, qui allaient former dans le premier livre Les Amours de Cassandre. Mignonne, allons voir si la rose, qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil, a point perdu cette véprée, les plis de sa robe pourprée et son teint au vôtre pareil. Cassandre Salviati inspire au poète ses vers les plus célèbres. Leur relation demeure toutefois platonique, la jeune fille épousant par la suite un seigneur de la région. Ronsard, lui, connaîtra d'autres muses, mais Cassandre restera à jamais sa première inspiratrice et l'ombre de cette passion inassouvie flotte encore dans les jardins de Talcy. Au cours du XVIe siècle, le domaine prend également part à des événements majeurs. En 1562, la guerre civile couve en France, opposant catholiques et protestants. Espérant endiguer les troubles avant que la situation ne dégénère, la reine-mère et régente, Catherine de Médicis, décide de rencontrer les différents chefs protestants menés par le prince de Condé. Pour accueillir cette réunion, il faut trouver un lieu qui convienne aux deux parties et le choix se porte sur le petit château de Talcy. Pourquoi Talcy, qui évidemment n'est pas un grand château? Tout simplement, peut-être en fonction de ce fait. Ce n'est pas un château fortifié dans lequel un parti peut concevoir un guet-apens. Le propriétaire, Salviati, est un personnage neutre, tout au moins qui n'est pas très fortement engagé. Donc le château de Talcy présente un lieu où l'on peut se rencontrer à l'abri de toute menace ennemie, adverse. Malgré ces précautions, la conférence de Talcy se solde par un échec. L'incapacité des deux parties à négocier
entraîne une série de violents conflits, dont le massacre de la Saint-Barthélemy en 1572. C'est dans ce contexte qu'un jeune protestant va trouver refuge au château de Talcy. Poète et écrivain, Théodore Agrippa d'Aubigné est l'auteur des Tragiques, un long poème héroïque relatant les guerres de religion et les persécutions subies par son camp. Doté d'une plume érudite et acérée, il est aussi un féroce combattant qui devient une cible pour les catholiques. Agrippa d'Aubigné c'est un guerrier, hein. C'est un type qui a le coup de poing facile, hein. Donc il est pris en embuscade, mais il ne se laisse pas faire, il se défend comme un bon diable. Il sera blessé, fortement à la tête, se croyant mourir, mais ne voulant point mourir comme un chien au bord de la route, il se fait porter grièvement blessé, tout ensanglanté, jusqu'à Talcy. Les Salviati vont le recueillir et vont le faire porter jusque dans la cuisine. Il faut imaginer qu'on va jeter son corps en armure et tout ensanglanté sur la table du château de Talcy. D'ailleurs, dans les Tragiques, il écrit au chapitre des Fers, tout à corps blême et blafard, n'ayant que pour seul suaire et linceul, la table du château de Talcy. Il va être soigné, sauvé in extremis. D'ailleurs, il aura la vision des Tragiques à Talcy. Lors du séjour d'Agrippa d'Aubigné à Talcy, une nouvelle passion va naître entre les murs du château. Le jeune homme s'éprend de Diane Salviati, qui n'est autre que la nièce de Cassandre, celle qui avait mis en émoi Ronsard 30 ans plus tôt. L'affection du poète pour sa muse est cette fois partagée, mais leur romance est sans avenir. C'est une relation qui finit mal. Il n'y aura pas de mariage entre Agrippa d'Aubigné, chef de guerre, protestant, et Diane Salviati, qui appartient à une très vieille famille florentine, alliée à Catherine de Médicis. Donc, pour des raisons de religion, c'est une relation qui n'est pas durable et qui n'est pas tenable. D'ailleurs, elle en mourra de chagrin. L'histoire de Talcy, le château des Muses, a été marquée à jamais par les dames de la famille Salviati. Au cours des siècles suivants, le domaine évolue avec son temps et change plusieurs fois de propriétaire. En 1716, il est acquis par Jérémie et Marie-Jeanne Burjat, à qui l'on doit le délicat mobilier conservé encore aujourd'hui. Modernes et raffinés, les Burjat introduisent dans le château gothique la douceur de vivre du XVIIIe siècle. L'édifice semble destiné à connaître une histoire littéraire. Il passe ensuite entre les mains des Stapfer, une famille de protestants originaires de Suisse. Le fils, Albert Stapfer, s'illustre comme traducteur de l'œuvre du poète allemand Goethe. À Talcy, il reçoit fréquemment ses amis, faisant de sa demeure un lieu d'échange pour les amateurs d'art et de littérature. Du temps d'Albert Stapfer, on pouvait croiser à Talcy Stendhal, Prosper Mérimée, le baron Cuvier, Jean-Jacques Ampère. Donc il y avait un cercle romantique. Ce qui caractérise le château de Talcy, c'est effectivement un fil d'Ariane, un fil où vient s'accrocher la littérature, la poésie, la pensée, le goût du beau. C'est tous ces éléments qui vont donner à ce château, encore aujourd'hui, ce supplément d'âme quand on le découvre. Désormais géré par le Centre des Monuments Nationaux, le château de Talcy ne mise pas uniquement sur son histoire littéraire. Un soin particulier est apporté à ses extérieurs pour souligner aux visiteurs l'ancienne vocation agricole du domaine. On y trouve une grange, un pressoir,
et un colombier qui figurent parmi les plus importants de la région. Les jardins, qui se déploient sur environ 6 hectares, ont fait l'objet d'une importante restauration visant à leur rendre leur fonction nourricière d'autrefois. Le verger, le potager et les nombreux parterres de fleurs sont entretenus tout au long de l'année par une équipe de jardiniers passionnés. Le travail qu'ils accomplissent ici rappelle que la survivance des monuments n'est pas due qu'aux célèbres figures qui y ont vécu. Ce qui m'intéresse et ce qui me plaît, c'est de pouvoir me dire que entre guillemets, j'ai fait un petit peu partie de l'histoire du château, quoi. Souvent, la gloire ou l'image d'un château se fait par quelqu'un de connu, comme ici pour Talcy, souvent on prend Ronsard. Mais derrière, on a fait aussi les domestiques qui étaient là, qui entretenaient les tapisseries, qui entretenaient le linge des familles et ainsi de suite, le jardinier qui était là aussi toute l'année. Donc, en fait, si on regarde bien, chaque monument a des personnes largement moins connues, mais qui mériteraient d'avoir une place aussi dans l'histoire de nos monuments. Si certains petits châteaux mettent en avant les personnages qui ont marqué leur histoire, d'autres se distinguent par leur architecture et les trésors qu'ils abritent entre leurs murs. C'est le cas du château de Beauregard, situé à mi-chemin entre Blois et Cheverny. Construit à la fin du XVe siècle, l'édifice est au départ modeste et devient un relais de chasse populaire en raison de sa situation géographique. Ce château donne directement sur la forêt domaniale de Russie. Il faut imaginer ce château de Beauregard qui accueille de manière très temporaire une partie d'aristocratie venue pour la chasse. Le roi François Ier, d'ailleurs, y est attesté en 1530. Par la suite, Beauregard se transforme en un élégant bâtiment Renaissance où se mêlent les influences italiennes et françaises. Une évolution due à ses deux propriétaires les plus marquants, Jean Duthiers, secrétaire d'État aux Finances d'Henri II, puis Paul Hardier, ministre des rois Henri IV et Louis XIII. Ces deux serviteurs du royaume laissent leur empreinte sur les lieux. Jean Duthiers, d'abord, y fait construire un petit cabinet de travail appelé cabinet des grelots, une véritable merveille d'ébénisterie. C'est ce qu'on appelle un studiolo, donc cabinet de travail où on veut s'isoler. Les livres, tout est caché par des panneaux, par des placards qui sont des boiseries sculptées. On voit très bien la qualité du travail qui apparaît dans la finesse des plumeaux, des palmettes. Les armes de Jean Duthiers, ce sont des grelots d'or sur un fond d'azur, un fond bleu. Et donc, il y a près de 500 grelots qui sont sculptés dans le cabinet sous forme de frise. Juste à côté du cabinet des grelots se trouve la pièce maîtresse du château, façonnée par le propriétaire suivant, Paul Hardier. La galerie des illustres s'étend sur 26 mètres de long et 6 mètres de large et rassemble 327 portraits de personnages ayant marqué l'histoire de France du XIVe au XVIIe siècle. Une collection impressionnante, mais aussi très organisée. C'est une présentation du monde, une présentation de l'histoire de façon structurée et en parfaite impartialité. Donc on va se retrouver donc, sur la structure elle-même. On a en fait 3 rangées de tableaux qui sont à peu près à 1,50 m du sol. Et le premier tableau, en haut à droite de chaque panneau, vous avez le roi, ensuite les personnages français importants, et puis après d'autres contemporains qui sont des étrangers, ce sont des alliés ou des rivaux de la France.
de ces prestigieuses figures, nul portrait des commanditaires qui ont œuvré durant des décennies à la réalisation de cette galerie, sans chercher à s'y immortaliser. Les seuls endroits où apparaissent la trace des Hardier, c'est leurs initiales. Donc vous avez des cartouches qui font 10 cm et qui sont disposées autour de la galerie. C'est assez touchant parce que c'est une trace discrète. Ça montre aussi ce qu'étaient les Hardier. Ce sont des gens qui ont servi leur pays, qui ont beaucoup donné aux œuvres, qui n'ont pas essayé d'intriguer. La famille Hardier fait de la Galerie des Illustres une véritable œuvre d'art qui n'a pas que ses portraits pour atout. Elle est également dotée d'un luxueux plafond en lapis-lazuli qui bénéficie d'un état de conservation exceptionnel et n'a jamais eu besoin d'être restauré. Quant au sol, il est recouvert de 5600 carreaux de faïence de Delft, peints à la main, représentant une armée en mouvement. Guy et Nathalie du Pavillon, actuels propriétaires de Beauregard, sont bien conscients d'avoir entre leurs mains un véritable trésor patrimonial qui ravit tous les amoureux d'histoire. Ce qui serait grave, c'est qu'on puisse avoir quelque chose qui donne l'impression d'une pièce qui est habitée et pas uniquement une pièce muséale avec un éclairage trop fort qui gomme tous les détails. Là, la partie, les couronnes qui ont été... Mais les deux châtelains veulent s'adresser à un public plus large et proposer différentes manières de profiter de cette œuvre riche et complexe. Quand on venait avec les enfants, je voyais que la galerie des portraits, c'était difficilement supportable. On avait des garçons bien dynamiques. Et donc, on s'est dit, OK, on va faire photographier. Ça, c'était la première chose qu'on a faite quand on a commencé à s'occuper de Beauregard avec Guy. On a photographié la galerie des portraits. Donc, on a tous les portraits en haute définition. Et donc, on a fait des recherches sur chaque personnage et puis on les a mis dans le parc avec leur histoire en dessous et on a fait différents jeux pour que les gens apprennent l'histoire tout en s'amusant, tout en étant dehors. Beauregard ne se résume pas à sa galerie et compte d'autres décors dignes d'intérêt. Le château possède notamment une authentique cuisine du XVIe siècle qui a très peu changé depuis sa construction. Son impressionnante batterie de cuivre, qui comporte 85 pièces, nécessite un entretien minutieux et régulier. Dans l'antichambre se trouve une étonnante horloge réalisée en Hollande en 1711. Petit chef-d'œuvre de marqueterie, elle met en scène les bateaux du port d'Amsterdam qui dansent sur les vagues au rythme du balancier. Ce lieu chargé d'histoire vit également avec son temps, quitte à surprendre ses visiteurs. L'une des pièces du château accueille l'exposition « Chien de People » du photographe Antoine Schneck. Elle donne à voir des portraits d'animaux de célébrités, de François Mitterrand à Isabelle Adjani, en passant par Stéphane Bern. Une proposition surprenante dans un château de la Renaissance, mais qui ne manque pas d'attirer l'attention. C'est une scène de théâtre. T'es déjà ailleurs. Tu vois, tu rentres pas dans une salle de château, t'assois. Quand tu rentres, t'es déjà au spectacle avant que la musique ne commence. En fait, finalement, ce sont des spectateurs. Ben oui, en plus, Ouais. t'as raison. Oui. Ouais. Et tous ces yeux, voilà, c'est exactement ça. C'est comme un théâtre à l'italienne avec les gens qui te regardent de partout. T'imagines 50 personnes assises au milieu de ces chiens, le décalage. Je pense qu'il y a des gens qui vont détester. Il y a des gens qui vont adorer, mais personne ne sera indifférent. Et si les gens ne sont pas indifférents, ils écoutent autrement.
Finché nel vino calla la testa, una la festa fa preparar. Se tu in piazza qualche ragazza, te con quella cerca menar, te con quella cerca menar, cerca menar, cerca menar, senza alcuna linea, la fantasia, che il minuetto, che la follia, che la limanna, fa banar, che il minuetto fa banar, che la follia fa banar, che la limanna fa ballar. Tu vois? Voilà. Entretenir un tel domaine est loin d'être aisé. Les châtelains de Beauregard y consacrent leur vie et peuvent heureusement compter sur leur complémentarité. Guy fait plus un travail de fond, sur tout ce qui est histoire, il est dans le pérenne. Alors que voilà, moi je suis plus dans l'impulsion en disant « Ah, il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela ». Et après, lui fait le tri de toutes ces choses-là et voit les choses qui sont vraiment importantes. Et je pense que c'est très important d'avoir cette distance, parce qu'une maison comme ça, elle a déjà 500 ans, elle va largement durer encore 500 ans. Donc nous, on est un tout petit maillon de la chaîne pour faire durer. On peut s'épuiser à faire des choses qui n'ont pas d'intérêt sur du long terme. Et donc, il faut y aller doucement, il faut bien réfléchir avant d'agir pour que les pierres puissent être là après nous et que nous, on puisse être là le plus longtemps possible pour transmettre aussi à nos enfants. Pour les propriétaires de Beauregard, le plus grand défi est de valoriser leur domaine, de mettre en avant ses singularités pour le rendre attractif auprès des visiteurs. Mais ils en sont convaincus, petits et grands châteaux ont tous leur place dans le Val-de-Loire et peuvent s'apporter mutuellement. Nous, on est ravis, à Beauregard, d'être après des grands acteurs comme Chambord, comme Cheverny, comme Blois, comme Chaumont. Ce sont des locomotives. On voudrait faire comprendre aux visiteurs que finalement, une région, ça se découvre. Chaque château a sa singularité et que ça ne va pas se limiter à 3-4 noms. C'est comme les grands personnages et les petits personnages. Tout le monde a une belle histoire à raconter. Pour sortir de l'ombre, les petits monuments de la région doivent mettre en avant leurs spécificités et proposer aux visiteurs une expérience originale qu'ils ne pourraient pas vivre ailleurs. Au cœur des vignes de Sologne, le château de Troussay l'a bien compris et revendique fièrement le titre de plus petit des châteaux de la Loire. On y découvre une atmosphère et une architecture atypiques, fruit de son histoire qui ne fut pas de tout repos. D'abord simple manoir au temps de la Renaissance, le domaine de Troussay s'agrandit au fil des siècles avant d'être quasiment abandonné lors de la Révolution française. En 1828, il devient la propriété de Louis de La Saussaye, qui restaure l'édifice et lui donne le charme si particulier qu'il conserve aujourd'hui. Conseiller général du Loir-et-Cher, puis recteur des académies de Lyon et de Poitiers, cet érudit s'intéresse de près au château de la Loire et mène de nombreuses études dans la région. Grâce à lui, Troussay évite le sort de nombreuses demeures seigneuriales victimes de vandalisme au début du XIXe siècle. Il faut bien considérer une chose, c'est que nous sommes dans une période postérieure à la Révolution où les châteaux ont perdu leur ancien propriétaire. Certains ont été pillés, mais le pire advient peut-être à partir de l'Empire et jusqu'aux années 1830. Il existe de véritables bandes noires qui mettent en pièces ces châteaux pour en récupérer des parties qu'ils peuvent ensuite vendre. Des cheminées, des portes, des vantaux. Louis de La Saussaye récupère certains éléments de décor de ces châteaux laissés en ruine et les incorpore dans sa propriété pour leur donner une seconde vie.
Il fait ainsi de l'édifice un essai architectural au charme inimitable et à l'intérêt historique certain. L'intérieur du château est extrêmement hétéroclite, puisque Louis de la Saussaye était précurseur de la conservation du patrimoine, très ami avec Mérimée. Il fait partie de ces personnes qui se sont rendues compte de la valeur du patrimoine après la Révolution. Donc il a décidé à Trousset de faire un résumé de l'architecture du Val-de-Loire, depuis son origine, du XVe jusqu'à son époque, c'est-à-dire le début du XIXe siècle. L'apparence actuelle du château de Trousset doit donc beaucoup à la détermination et la passion de Louis de la Saussaye. Toutefois, en 1900, ses héritiers finissent par vendre le domaine aux ascendants de la propriétaire actuelle. Aujourd'hui, Isor de Sainte-Marie assume seule la gestion et la préservation du château de Trousset. Un travail titanesque auquel elle a choisi de consacrer sa vie, mais qui n'a pas toujours été une évidence. C'est après avoir passé 12 ans en Amérique du Sud qu'elle a pris conscience de la valeur de cet héritage et décidé de revenir en France pour sauver le château de son enfance, alors menacé d'être vendu. C'est quand même une lourde charge, non seulement sur le plan financier, mais également sur le plan, j'allais dire, cérébral. On n'a jamais la paix dans une propriété comme ça. Ça n'a rien d'une résidence secondaire. C'est un outil de travail charmant, artistique, mais qui prend beaucoup de temps et qui demande beaucoup de mal. Mais j'ai réagi avec beaucoup de joie, parce que je me suis dit d'abord, je savais qu'elle aimait Trousset depuis longtemps, et puis évidemment, je savais qu'elle était à la hauteur. Et pour ce qui est de moi, je me suis senti évidemment très soulagé, mais quand même toujours un peu inquiet, parce que je sais par expérience combien ce tout petit château demande de mal. Dans un petit château comme Trousset, les moyens ne sont pas les mêmes que dans les grands monuments. Isor reçoit régulièrement l'aide de jeunes stagiaires avec lesquels elle met en place des projets modernes et originaux. Ici, les maîtres mots sont débrouillardise et recyclage. Ça a toujours été l'identité de Trousset, la récupération. C'est très intéressant de voir comme aucune chose n'est ni belle ni laide, ni vieille ni neuve. En fait, remise dans un autre contexte, on redonne vie assez facilement à des choses. Et donc c'est vrai que c'est ça qui est merveilleux pour moi à Trousset, c'est que c'est une source de créativité inépuisable en fait. Et du coup, j'essaye de transmettre ça aux jeunes qui viennent ici à Trousset m'aider, parce que ça leur donne une confiance incroyable en eux. Ça leur donne beaucoup d'espoir. De pouvoir y arriver avec pas grand-chose, c'est merveilleux, en fait. Là, vous voyez, là où il y a le petit robinet avec les arrosoirs. Isor a à cœur de faire de Trousset un lieu vivant, humain, chaleureux, dont la préservation ne passe pas avant tout. Une volonté qui trouve sa source dans son enfance, à l'époque où ses parents ont ouvert le château au public. Du fait qu'il y avait des choses fragiles, du fait qu'on n'y était pas tout le temps et qu'on s'était donné beaucoup de mal pour tout remettre en état, il est évident qu'on y attachait beaucoup d'importance et c'était un peu au détriment de la facilité de vivre des enfants. Je prends un exemple. Mon fils avait un ami qui était très grand et qui aimait bien jouer au ballon et qui s'était mis à jouer au ballon dans la cour. On lui a dit surtout pas, parce que si les ballons vont dans les vitraux, c'est une catastrophe. Les vitraux étant du XVIe siècle. Tout était muséifié en fait. Moi j'ai décidé effectivement d'aller à l'inverse et de moins préserver les choses, donc qu'on les vive plus complètement, quitte à ce qu'elles soient éventuellement un peu usées ou abîmées. Alors après, c'est aussi plus simple, parce que déjà il y avait plus de visiteurs à l'époque de mes parents. On est quand même dans une époque où il y a moins de visiteurs dans le petit patrimoine, ce qui fait qu'en soi, le flux qui viendrait est moins agressif pour le monument. Et par contre, nous, au quotidien, quand on a des amis, quand on a des touristes, quand on a des hôtes, etc., on essaye de beaucoup plus profiter de tout. Parce que moi, ça m'a tellement, je dirais, un peu traumatisée que j'ai décidé que tout soit vécu. Mais il y a aussi donc moins de risques.
En reprenant Trousset, Isaure de Sainte-Marie a également réalisé l'importance pour la communauté locale de ce petit château devenu un repère au fil du temps. Nombre de voisins y ont des souvenirs et ont participé, de près ou de loin, à la vie du domaine. Je suis né donc, à Trousset. Mes parents étaient fermiers à l'époque, là-bas. Mon grand-père, avant, était aussi régisseur du domaine. Et donc c'est une vieille histoire entre la famille Tessier et la famille de Sainte-Marie. D'ailleurs, même moi, après, j'ai continué à louer les terres de Trousset, toujours. Ça fait presque partie de chez nous. Enfin, c'est pas nous, mais c'est fait presque... Bah oui. C'est presque chez nous. C'est un peu ça. Pendant un moment, on se disait que le château était à vendre. Bah, nous, ça nous faisait très drôle quoi, que ce château disparaisse de la famille, ne soit plus la famille de Sainte-Marie. Donc quand on a su que finalement Isaure se lançait, avait décidé de reprendre le château et de lui redonner un petit coup de fouet, et de jeunesse et de vie, on était très contents. Enfin moi en tout cas, ça m'a fait plaisir. Et puis je crois qu'elle a raison. Elle n'a pas choisi, je pense, la solution la plus simple et la plus facile. Mais parce que c'est très dur, je pense, de faire vivre un château comme ça. Mais en tout cas, tout ce qu'elle a fait jusque-là, c'est plutôt encourageant. Et puis moi, j'en suis très heureux. Merci. Merci. Merci, ça me touche. Moi, j'essaye de partager. Je trouve que le passé, c'est très important parce que ça nous enracine. Et voilà, donc c'est pour ça, Philippe Tessier en fait partie, et sa famille, etc. C'est notre identité. Quoi qu'on y fasse, c'est notre identité commune, c'est notre terroir commun, c'est notre mémoire. C'est pas le tout d'acheter un château, de faire des beaux travaux, de le rénover à fond, etc. C'est pas forcément ça qui crée l'histoire, en fait. C'est pas forcément ça l'aventure. En fait, tous les gens autour qui mettent leur énergie, eh bien, ils font vivre le château, ils lui donnent vie et ils apportent un peu de leur vie. Donc c'est un ensemble entre les pierres, les hommes, les arbres, etc., qui créent le vôtre aussi, patrimoine immatériel. C'est bien plus qu'une valeur, en fait, enfin qu'une valeur matérielle. Grâce au travail de sa propriétaire, Trousset a su se faire une place dans cette région où l'offre touristique est si forte. Le plus petit des châteaux de la Loire est parvenu à faire de sa taille modeste un véritable atout pour offrir à ses visiteurs une expérience unique hors des sentiers battus. On s'y projette très vite. Autant quand on va à Chambord et même à Cheverny, qui est magnifique, on ne se projette pas forcément. On ne se dit pas forcément, tiens, je pourrais la voir. Alors que quand on vient à Trousset, plus facilement, on se dit, je pourrais le faire. Je pourrais la voir, je pourrais l'entretenir. En plus, il y a toujours eu un esprit assez original, hors des sentiers battus, qui fait que c'est un endroit qui est à la fois raffiné, mais pas luxueux. Donc, ça n'est pas écrasant. Il y a énormément de détails, il y a de très beaux détails, il y a de très beaux éléments de décor ancien, mais ce n'est pas un endroit qui vous écrase. Voilà, c'est un endroit où je pense que tout le monde se sent à l'aise, qui est accueillant, et puis on essaye de cultiver cette image. Chacun à leur manière, avec plus ou moins de difficultés, les petits châteaux du Val-de-Loire tentent de se démarquer des grands sites de la région. Certains mettent à profit les éminents personnages qui ont vécu entre leurs murs. D'autres doivent faire preuve d'inventivité pour convaincre les visiteurs de sortir des itinéraires touristiques traditionnels. Mais tous peuvent compter sur des propriétaires passionnés, déterminés à préserver leur domaine et à les faire connaître au plus grand nombre.